Bienvenue sur le podcast de Mickaël Delafosse. Chaque semaine, il abordera l'actualité. Voici le 4e épisode. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Ravi de vous retrouver cette semaine. Pareillement. Alors pour ouvrir ce 4e numéro, je voulais m'appuyer sur une citation. L'amour pour principe, l'ordre pour base, le projet pour but. Est-ce que cette devise, ça vous parle ? Mais qui est l'auteur de cette citation ? Il me semble que c'est en montpelliérain. Bon, très bien. Eh bien oui, moi ça me parle très bien. L'amour par principe, parce qu'il faut aimer les gens. D'ailleurs, comment vous le dire, en ce moment, dans ce monde qui se déchire, n'oublions jamais de nous tendre la main, de nous faire la bise, d'essayer de ne pas se laisser aller à des crispations. L'ordre, c'est les règles, voilà, et il faut essayer de vivre ensemble, et pour ça, faut des règles communes, sacrifier une part de sa liberté. Alors des fois, on peut déraper, mais si on s'en excuse, on le comprend. En tout cas, le respect de la règle républicaine, c'est très important. Et le projet, parce qu'il faut un cap dans la vie. On a des projets pour ses enfants, on a des projets pour sa famille, on a des projets de travail, d'évolution professionnelle, de vacances. Et quand moi, on a l'immense honneur d'être le maire de Montpellier, moi, j'ai présenté un projet et j'essaye de le mettre en œuvre dès le lendemain de mon élection pour embellir la ville, améliorer la qualité de vie et finalement pas se laisser aller à un sentiment qui est absolument détestable en ce moment, qui gagne, c'est une forme de résignation, que la France c'est fini, qu'on n'y arriverait plus. Moi je pense qu'il faut continuer à retrousser nos manches, à aller de l'avant et à nous retrouver, et à nous projeter dans des imaginaires qui permettent de changer les choses. Voilà, je pense que la gratuité des transports en ce moment avec le prix de l'essence, ça change la vie des gens et je suis très fier de cette mesure. Enfin les Montpelliérains et les habitants de la métropole peuvent en être très fiers. Et je constate, j'ai eu des discussions récemment, gens qui disent que c'est quand même plus efficace qu'un chèque essence. Chèque essence, c'est important pour les gens qui habitent loin des transports en commun. Pour tout vous dire, quand j'ai lu cette citation d'Auguste Comte, j'ai cru qu'il l'avait écrite pour vous. Auguste Comte, c'est un philosophe très important à Montpellier. Et on ne le sait pas assez, mais c'est lui qui a inspiré la devise du Brésil, Ordo es progress, et qui se trouve être sur le drapeau du Brésil, et donc sur le maillot de l'équipe de foot du Brésil, que nous connaissons bien. Plutôt bien. Monsieur le maire, on a évoqué l'avenir. On évoque aussi, si vous voulez bien, la mémoire. Demain, c'est une journée importante, c'est le 8 mai. C'est une date qui fait partie de notre histoire et qui contribue au devoir de mémoire. J'ai vu que vous aviez récemment pris position pour que Samuel Paty entre au Panthéon. Est-ce que cette demande s'inscrit aussi dans un devoir de mémoire et comment l'espace urbain peut participer à celui-ci ? Nous, à Montpellier, après l'effroyable assassinat par un fanatique islamiste, qui n'est pas nos concitoyens de foi musulmane, voilà, le fanatisme religieux, c'est malheureusement une réalité qui traverse l'histoire. Les protestants ont été massacrés lors de la Saint-Barthélemy. On voit en ce moment en Israël des fanatiques religieux se livrer à des choses absolument abominables. On voit aux États-Unis des fanatiques évangéliques s'en prendre à des femmes parce qu'elles veulent maîtriser leur corps face à l'avortement. Et il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas enseigner les caricatures. C'est le programme. Donc il doit être appliqué, le programme. Et en France, le blasphème n'est pas un délit. On doit pouvoir critiquer les politiques, critiquer les forces économiques, mais on doit aussi pouvoir critiquer les religions. C'est la liberté. Et donc à Montpellier, on a dénommé une école Samuel Paty pour saluer sa mémoire. On l'a fait aussi pour un parvis Dominique Bernard, qui a été un professeur assassiné parce que le terroriste disait « je veux tuer quelqu'un qui défend la laïcité ». C'est quand même terrible. Et donc, c'est important la mémoire. Parce que les enfants, ils disent « ah, mais pourquoi cette école s'appelle ainsi ?» Et on répond à la question. Et donc, on fait œuvre de culture, d'éducation. Demain, c'est le 8 mai. C'est la victoire des Alliés sur le régime nazi.
C'est une victoire importante parce qu'elle est militaire, mais elle est aussi morale, car c'est la victoire des forces démocratiques contre les ténèbres d'un régime raciste qui a exterminé des juifs, qui a exterminé des tziganes, qui a tué des gens parce qu'ils étaient des gens. Et de ce 8 mai est né le droit international, de ce 8 mai est né le projet européen, de ce 8 mai est né la réconciliation et l'amitié franco-allemande. Donc c'est important que l'espace public, le calendrier soit jalonné de moments mémoriels, non pas pour nous saturer et nous faire vivre sous un poids, mais pour nous éclairer sur l'avenir. Il y a des pays où ces sujets de mémoire ne sont jamais abordés. La France est une grande nation parce qu'elle a une grande histoire, mais aussi parce qu'elle a des blessures et c'est un pays qui a le courage d'assumer ça. Et moi, je soutiens la demande d'entrer au Panthéon de Samuel Paty parce qu'au fond, c'est le moyen de saluer l'engagement de tous ceux qui ont marqué notre imaginaire, les professeurs. Et lui, il a été tué parce qu'il était professeur. Et donc le Panthéon, c'est un lieu où on fait entrer des personnes importantes, Voltaire, Hugo, Jaurès, Marie Curie, Missak et Méliné Manoukian, mais aussi ceux de 14, il y a une très belle cérémonie. Donc voilà, je pense que c'est important de fixer notre mémoire collective. Et un maire, il travaille beaucoup à ça. Les cérémonies mémorielles, il faut être présent. Les dénominations de rues, d'écoles, de lycées, de collèges. Je veux saluer la décision de Carole Delga d'avoir dénommé Elisabeth et Robert Badinter le nouveau lycée de Cournon-Terral, l'homme qui a plaidé l'abolition de la peine de mort. Voilà, immense avocat, figure du droit, et à Montpellier, ça compte. Donc voilà, c'est ce travail. Moi, je me réjouis de voir qu'à Montpellier, en conseil municipal, sujet plutôt consensuel. Voilà, et c'est rassurant que la mémoire ne crée pas de polémique parce qu'elle nous appartient et elle fait nation, elle fait France, elle fait conscience humaine. Vous y avez un peu répondu en partie, mais je voulais revenir effectivement sur ces temps, comme vous le dites, de commémoration, celui du 3 mai, où on a entendu avec émotion la voix de Juliette Gréco résonner sur la place Jean Jaurès que vous avez choisie. Cerises, voilà. Exactement. Vous parlez du temps des cerises. Cette chanson, c'est quoi pour vous ? C'est une nostalgie ou c'est encore une promesse d'avenir ? Attendez, moi je suis un homme de gauche depuis toujours, et la municipalité que je conduis est une municipalité de gauche et écologiste, viscéralement républicaine, et la gauche a toujours contribué au combat républicain. Et nous avons commémoré les 90 ans du Front populaire, conduit par Léon Blum, député de l'Aude, grande figure de la vie politique française, qui, quand il y a la scission au congrès de Tours entre les communistes et les socialistes, dit « Je garderai la vieille maison, je n'adhérerai pas aux thèses de Lénine, je continuerai à défendre le socialisme démocratique. » Et puis, quand la République est en danger, il constitue le Front populaire, socialiste, communiste, radicaux, il gagne. Et ce Front populaire, c'est lui qui nous donne les congés payés, la semaine de 40 heures, bien sûr, des grandes réformes sociales, mais il permet à une première femme d'entrer au gouvernement. Irène Joliot-Curie, qui crée le CNRS, la confiance dans la science. Jean Zay, qui est le ministre de l'Éducation, va rendre obligatoire l'école jusqu'à 14 ans. Avant, c'était 12, pour mieux instruire les enfants de France. Donc c'est une grande ambition, et pour moi, le Front populaire, c'est un repère, comme il y a d'autres moments dans l'histoire de la gauche française. Et à Montpellier, nous avons voulu faire entendre le temps des cerises par Juliette Gréco, native de Montpellier, au pied de la statue de Jean Jaurès. Et je voudrais raconter une histoire sur la place Jean Jaurès, parce que pendant la guerre, pendant l'occupation, l'extrême droite, la milice, c'est-à-dire des Français engagés avec le régime nazi, ils ont fondu la statue de Jean Jaurès pour en faire des balles pour les combattants allemands sur le front russe. Et donc Jaurès n'avait pas de valeur pour eux. Il faut dire que c'était déjà un militant d'extrême droite qui avait tué Jaurès, la chanson de Brel, « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?», repris par Zedda. Et donc on était aussi
à côté de Jaurès, que Georges Frêche a remis, lui aussi une des grandes consciences de la gauche, le grand maire de gauche pour Montpellier, et on était à ses côtés parce que voilà, c'est des repères, et quand aujourd'hui les idées d'extrême droite progressent, il est important de fixer, de dire, de parler, et le jour où on commémorera plus le Front populaire et on chantera plus le temps des cerises, les temps seront sombres. Donc nous sommes debout. Très bien. Un autre sujet très fort aussi, c'est la précarité étudiante. Les repas sont à 1 euro pour tous les étudiants, ce qui est une très belle avancée. Mais vous avez voulu aller un peu plus loin à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la ville aide les jeunes à s'alimenter correctement ? D'abord, quelle indignité pour la France en 2020 d'avoir des files d'attente d'étudiants pour manger. Et merci à tous les acteurs associatifs qui ont organisé ça. Vraiment, et de leur engagement. Mais ça dit des choses. Et donc moi, je suis très heureux que grâce aux socialistes à l'Assemblée nationale, qui ont fait le choix d'un compromis sur le budget, d'avoir rendu possible la mesure du repas à 1 euro dans les Crous. Ça devrait éradiquer ces files d'attente et permettre à la jeunesse de manger. Et c'est bien la moindre des choses. Donc je suis très, très heureux de cette mesure. Bravo aux agents des Crous, parce que c'est jamais simple, mais qui sont mobilisés. C'est ça le service public. C'est un très beau service public que les œuvres universitaires. Et nous, dans mon précédent mandat, nous avions développé une épicerie sociale à côté de l'université Paul Valéry pour accompagner les étudiants. C'est la 10e. Nous développons des épiceries sociales dans la ville pour permettre à chacun de pouvoir s'alimenter, parce que parfois c'est difficile. Et je suis très heureux de voir qu'il y a plein de maires qui reprennent cette idée de créer des épiceries sociales. D'ailleurs, j'ai vu que le maire de New York, dont certains se targuent de dire qu'il l'inspire, il défend comme nous des épiceries sociales, la gratuité des transports. Bon, et donc j'ai envie de lui dire, vas-y sur l'utopie, fonce, et foncez, parce que les épiceries sociales, là, elle est pour les étudiants, mais elle est aussi pour les retraités avec petite pension. La maison de l'alimentation solidaire à Selle-Neuve joue un rôle très important. Solidarité Dom-Tom dans le quartier de la Mosson, absolument essentiel. Et moi, je suis très fier qu'on ait déployé un programme d'épicerie sociale et solidaire, parce que voilà, la question de l'alimentation, c'est une question absolument majeure. Et donc voilà, maintenant, il faut qu'on continue à agir pour les étudiants. C'est pour ça que dans le programme sur lequel j'ai été élu, on va construire 1000 logements sociaux étudiants par le Crous, qu'on va aider par des financements, ce que d'autres métropoles ne font pas, elles ont tort, et par le bailleur social ACM. Et on va continuer à apporter des expériences comme à la Mosson, de colocation étudiante, qui donnent des expériences de vie à des jeunes, tout comme nous avons des colocations d'étudiants en musicologie dans les EHPAD, notamment à Françoise Goffier, où en contrepartie d'un loyer très modéré, les étudiants jouent de la musique à des personnes très âgées qui sont dans les EHPAD. Voilà, ça c'est des initiatives. L'université, grâce au soutien des collectivités, a développé le centre de santé universitaire qui permet d'accéder à des consultations de santé, en particulier aux jeunes femmes, sur la contraception, sur l'accès à l'IVG avec la convention d'orthogénie avec le CHU, la santé, et puis culture et sport. Et à Montpellier, l'accès à la culture est grandement favorisé pour les jeunes. Certains me diront pas assez. Et je vois leur désir d'en avoir plus, ou à travers le sport, quand on rénove la piscine de la Motte Rouge, qui est devenue la piscine Jarousse, à côté des campus. Voilà, et donc la ville, elle doit être très impliquée pour agir pour le bien-être des étudiants. On n'est pas compétent sur ce sujet, ça relève du ministère de l'Enseignement supérieur, mais il nous faut être volontaires. Et puis, je voudrais profiter du podcast. Peut-être vous avez une question, mais on va aussi aider les jeunes pour leur stage. Les jeunes de seconde qui ont un stage de 15 jours à faire.
voilà, si vous n'en avez pas, écrivez-nous. Et on va essayer de vous trouver des solutions. Il y a une agent formidable à la mairie de Montpellier qui est dédiée à accompagner les stagiaires. Voilà, on va se mobiliser parce que tout le monde n'a peut-être pas le réseau qui permet d'avoir un stage. Et vous savez, la ville et la métropole, il y a 8000 agents, 342 métiers. Et donc, vous pouvez découvrir des choses. Donc, on sera à vos côtés. C'est une belle ligne sur votre CV qui peut vous être donnée. C'est une petite expérience professionnelle, mais qui peut continuer à vous aider à progresser. Donc, vous voyez, la jeunesse, c'est pour moi un très grand enjeu et on sera là. Oui, elle compte dans l'imaginaire et dans l'avenir, cette jeunesse, on le sent. Avant de passer à la question des auditeurs, j'aimerais vous poser une question beaucoup plus personnelle. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, vous avez partagé une étude sur le café. Oui. Mais vous tournez à combien de cafés par jour, monsieur? C'est un sujet qui revient régulièrement. Je bois beaucoup de café. D'abord parce que mon métier, c'est prof. Et vous savez, dans une salle des profs, pour que les enseignants travaillent bien, je vais dévoiler un secret. Il faut que deux objets fonctionnent bien. La machine à café et la photocopieuse. Et à partir de là, tout va bien. Et donc, moi, je bois beaucoup de café à l'intercours. D'ailleurs, mes élèves, très gentiment, à la fin de l'année, en général, me caricaturent avec le gobelet de café accroché aux lèvres quand je suis en train d'ouvrir la porte. Et donc, j'en bois beaucoup, 20, 25 par jour. Je sais, c'est trop. Mais quand je découvre que la science démontre que la consommation de café permet d'endiguer les maladies du vieillissement, j'essaye de me rassurer. Mais il paraît que Balzac en buvait beaucoup plus que moi. Et Balzac... est aujourd'hui dans le panthéon littéraire et dans la mémoire collective. Voilà, donc j'en bois. D'ailleurs, vous voyez, avant de faire le podcast, j'ai mon petit café. C'est très important. Puis moi, j'aime le café parce que c'est une sociabilité. On se retrouve, on prend un café, viens, on va en ville prendre un café, etc. Donc oui, j'en bois pas mal. Et c'est vrai que là, j'avoue, j'ai partagé, liké et partagé, comme on dit maintenant. En santé, oui, une petite légitimité. Monsieur le maire, parlons patrimoine. Vous avez inauguré hier un nouveau portail à Montcalm. Des travaux sur l'avenue de Toulouse sont en cours. C'est le fameux changer la ville pour changer la vie. Oui, en tout cas, c'était très important parce que moi, je veux continuer à aménager le parc Montcalm en grand Central Park des Montpelliérains, en grand parc où on se retrouve. Depuis le 20 décembre, on peut y aller en tramway avec la ligne 5. De plus en plus, on peut y aller en vélo et on va poursuivre nos efforts. Mais il faut l'ouvrir. Et il était caché derrière des petites maisons sur l'avenue de Toulouse. Et petit à petit, depuis longtemps, c'était un souhait d'Hélène Mandroux. Nous rachetons ces maisons pour ouvrir le parc sur l'avenue de Toulouse pour que les habitants de Croix-d'Argent, du Mas-Drevon puissent entrer plus rapidement vers ce grand poumon vert. Tout comme après, on va réaménager la rue de Bugarel, aménager des trottoirs sur l'entrée plus haute. Et donc, ce parc, il continue à s'aménager. Il sera terminé à la fin du mandat, tout comme la rue de Toulouse va faire l'objet de grandes requalifications. Donc, il faut qu'on fasse pas mal d'études pour pas que les travaux soient trop longs. Je veux le dire, mais pour sécuriser les vélos, pour la marchabilité, on maintiendra les voies de circulation, je veux le dire ici, mais quand on ouvre le parc sur l'avenue de Toulouse, ça permet de planter des arbres, donc désimperméabiliser les sols, créer une ombre dont un petit garçon de 4-5 ans profitera quand il aura entre 12 et 15 ans, quand une personne âgée de 85 ans, 92 ans, elle aura encore plus d'ombre. Voilà, et on travaille pour ça. À Montpellier, on a beaucoup travaillé pour Port-Marianne, et on va continuer. Mais il faut qu'on s'occupe aussi de ces quartiers, Mas-Drevon, Croix-d'Argent, secteur de Fontcouverte. Voilà, on doit aménager, et ce parc est exceptionnel. Je me souviens, j'étais l'adjoint à l'urbanisme avec Hélène Mandroux quand on l'a acheté. Elle avait pris cette décision formidable de immédiatement l'ouvrir aux Montpelliérains.
dès que vous faites un parc, aussitôt ouvert, aussitôt approprié. Et donc on aménage, on ouvre et on va continuer à travailler sur les parcs. J'aurai l'occasion dans ce podcast de le préciser parce qu'il nous faut des lieux où on se reconnecte à la nature, des lieux où on fait du sport, des lieux où on flâne, des lieux où on se promène. Voilà, pour être une ville toujours à l'échelle humaine. Voilà. C'est une façon de rendre cette ville plus respirable. Elle doit l'être. Elle est respirable parce qu'elle a le plus grand centre-ville piéton d'Europe, Montpellier, quand même. Il faut qu'on soit fiers de ça. Mais moi, je vois la transformation du parking des Arceaux avec la place Max Rouquette. Dimanche, j'allais à pied à la commémoration du Front populaire. J'étais... je le dis, bouleversé de voir des gens qui dansaient ensemble, d'autres qui jouaient du violon, des enfants jouer. C'est finalement respirable, bien sûr, mais c'est aussi essayer de cultiver un art dont ce monde a besoin, l'art d'être ensemble. L'art d'être ensemble, c'est être assis sur un banc et regarder des enfants jouer. C'est être deux amoureux sur un banc et s'embrasser. Le banc de la Comédie, les marches de Max Rouquette, c'est se mettre sur les bancs de la place de la préfecture au milieu de ces jets d'eau et de regarder des enfants jouer. L'art d'être ensemble, c'est au moment où tout se passerait par les réseaux sociaux, c'est se retrouver dans des espaces publics, c'est faire son jogging et croiser son collègue de boulot ou un voisin et puis se dire « Ah tiens, je t'ai vu courir » et de nouer la discussion, c'est tisser des liens. Bien sûr qu'il faut que Montpellier soit respirable et l'engagement qui est celui de la municipalité est résolu sur ces questions-là. Mais respirable et fraternel. Vous savez, Edgar Morin, il a une invitation qu'il lance tel un grand penseur à la société. Il nous invite à faire des oasis de fraternité. Et voilà, quand vous faites un parc, c'est un oasis de fraternité. Quand vous mettez un banc sur la Comédie ou sur l'Esplanade, quand vous faites la place Max Rouquette, voilà, et Montpellier a cette identité, Antigone, et où les enfants jouent, place du Nombre d'Or, le parc Charpac, dans le quartier de Port-Marianne, l'aménagement du parc de la Mosson, voilà, c'est sur ces projets qu'on travaille. Donc, quand on arrive à les ouvrir pour que les frontières, comme les maisons de l'avenue de Toulouse pourraient le représenter, je crois que ça fait du bien, c'est une invitation. Ce podcast, vous l'avez voulu comme un chemin de dialogue, comme un espace de dialogue. Donc avant de se quitter, justement, on va ouvrir le micro aux Montpelliérains et aux Montpelliéraines avec les questions de nos auditeurs, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Alors une question de Tam de Montpellier 34. Un projet de car express a été évoqué dans le cadre de la com. Ce projet est-il toujours d'actualité ? Ah oui. La question des cars express, c'est pour aider les habitants de Lodève, de Gignac, qui n'ont pas le tramway, ce qui coûterait une fortune. Et il faut faire des choses soutenables financièrement, de pouvoir bénéficier d'une offre de transport en commun alternative au déplacement automobile. Et donc c'est sur un dossier très important qui s'appelle le SERM, Service Express Régional Métropolitain. Et dans quelques jours, avec l'ensemble des présidents des autres intercommunalités, nous allons déposer auprès du ministre des Transports notre dossier de labellisation du SERM. Ministre des Transports, que je rencontrerai, je l'espère, au mois de juin pour lui expliquer toute l'importance de cette démarche pour donner des alternatives au déplacement automobile dans un contexte de prix élevé de l'essence. Et donc, c'est ce projet de car express, mais aussi de TER du littoral, avec la réalisation de la LGV, qui va permettre d'améliorer l'offre de TER entre Sète, Vic-la-Gardiole, Frontignan et Villeneuve-les-Maglones. J'ai donné dans le désordre, pardonnez-moi. Et donc de cadencer les TER pour donner une alternative au déplacement automobile. Donc c'est un projet d'une décennie, peut-être même un petit peu plus, mais sur lequel nous travaillons. Il nous faut aussi obtenir des financements et qui est piloté par Madame Fraîche, vice-présidente en charge des mobilités.
Nous avons Lucille MTO qui voudrait vous demander la question suivante. Avant d'amener le tram hors métropole, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'élargir en intra, exemple Cournon-Sec ? Alors, Lucille, elle pose une très bonne question. Le tram, c'est un investissement qui est très cher. On est autour de 30 millions d'euros pour 1 kilomètre de tramway. Et donc, elle voit bien, Lucille, entre le rond-point de Genneveau du terminus de la ligne 5 jusqu'à Cournon-Sec. Donc c'est un coût important, d'où l'engagement qui est le mien avec les maires, notamment Richard Paul, maire de Cournon-Sec, de réaliser le bus-tram pour ramener à la ligne 5 de tramway. Et donc un bus-tram tous les quarts d'heure, prioritaire au feu, pas prisonnier des embouteillages, pour permettre notamment aux jeunes d'accéder à Montpellier, mais aussi aux travailleurs de pouvoir laisser de côté leur voiture. Donc voilà, on a choisi cette option bus-tram. Et puis peut-être dans quelques décennies, on transformera les lignes de bus-tram en disant il faut continuer à mettre les rails. Mais là, je veux lui dire, c'est pas soutenable financièrement dans les 10-15 prochaines années. Par contre, dans les 5 prochaines années, le réseau de bus-tram se déploiera. El Chico 87 voudrait savoir quand est-ce qu'on enlève les pavés dans les rues de Port-Marianne. Ah, très bonne question également. J'en ai fait la promesse dans les tracts de campagne, c'est pendant la campagne électorale. Ces pavés, ils font du bruit. Ils créent des nuisances sonores. Et puis, ils s'abîment sous le poids des autos. Et donc, résultat, ça crée aussi des nids de poules pour les automobilistes. Donc, c'est dans le programme. Maintenant, il faut qu'on ait le budget. Donc, ce ne sera pas cette année, peut-être l'année prochaine, 27 ou 28. Donc, mais ce sera fait d'ici les 4 prochaines années. J'en prends l'engagement. On essaiera évidemment de faire les travaux l'été pour pas procurer trop de nuisances. Mais franchement, ça s'appelle un loupé d'urbanisme. Hein. Voilà. Et donc, on va les retirer pour le confort sonore, pour que les gens ils puissent dormir, et même l'ambiance dans le quartier. Mais la commande est bien passée, et j'aurai l'occasion de communiquer dessus le moment venu. Très bien. Marc GMG demande comment pensez-vous mettre plus en valeur le patrimoine historique oublié de la ville ? Alors Marc il pose une question très importante. Le patrimoine, Montpellier, c'est une ville qui a 1000 ans. Un millénaire, une ville médiévale. Et du patrimoine, il faut qu'on en prenne grand soin. C'est pourquoi, dans mon précédent mandat, j'ai, avec le président Philippe Auger, que je remercie, rénové le portail du Jardin des Plantes, qui était fermé, que moi, Montpelliérain, depuis presque 40 ans, n'avait jamais vu ouvert. Et c'est les gens de 70-80 ans qui se souvenaient, enfants, d'entrer là. On a rénové le portail du Jardin des Plantes. L'université a rénové le pavillon d'astronomie. Le kiosque Boss qui a été rénové, patrimoine du XXe siècle. Là, on a plusieurs dossiers. C'est M. Zanchiello qui va adjoint au patrimoine et Mme Jackie Galabrin-Boulbe, qui est la maire de Saint-Drézéry, vice-présidente au patrimoine, qui vont travailler sur ces dossiers. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper de l'église romane de Selle-Neuve. Elle est romane. À Montpellier, on a beaucoup d'églises gothiques, ou néo-gothiques d'ailleurs. Et l'église romane de Selle-Neuve, elle date du XIIe siècle. Et donc, à l'horizon 2028-2029, elle va être restaurée dans le projet de rénovation de Selle-Neuve. On va travailler aussi sur le bassin, l'ensemble synagogal, le mikvé, rue de la Barralerie, qui atteste de la présence juive à Montpellier au XIIe siècle, présence juive qui dialoguait avec les médecins chrétiens et le savoir arabo-musulman, mahométan, c'est ainsi qu'on le nommait au Moyen-Âge, et qui a donné l'essor de la médecine à Montpellier. Donc on va travailler là-dessus. Et puis on a déposé un dossier auprès de l'UNESCO. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un dossier très important. Au titre de Mémoire du monde, Montpellier, la ville de l'enseignement de la médecine hippocratique depuis le plus longtemps.
Voilà. Et donc, si nous avons cette labellisation, c'est du patrimoine immatériel. Et donc, ces questions de patrimoine sont très importantes. Il y a des statues que nous allons réhabiliter. On a repris la victoire de Samothrace de Georges Frêche, le portail Vasarely, grâce à la présidente de l'université, à Paul Valéry. Donc c'est un travail continu, long, qui nécessite des financements. Donc on va sans doute postuler pour que le Pérou soit au loto du patrimoine. Et on va aussi financer la réhabilitation du Pérou. Sur la place Chaptal aussi, il y a une statue mémorielle très importante. Donc vous voyez, je prends ces sujets-là, je pourrais faire une liste très longue, mais pour dire une grande attention. Mais il faut être honnête, c'est pas en un mandat qu'on restaure tout le patrimoine délaissé de Montpellier pendant des décennies. Voilà, parce que ce sont des choix budgétaires. Mais aujourd'hui, Sainte-Anne, c'est fait. Portail des Jardins des Plantes, c'est fait. Et on va continuer. Puis il faut prendre soin du patrimoine. C'est ce que j'ai voulu faire sur la place de la Comédie avec cette mise en lumière qui révèle la nuit ce patrimoine exceptionnel de la fin du 19e siècle, comme l'opéra-comédie déchargée de publicité. C'est pour ça que dans le centre historique, on a supprimé les panneaux lumineux qui balafraient aussi l'espace public de Montpellier. Bon, il y a beaucoup de travail, mais merci de cette question, parce que embellir la ville, et tous parties prenantes pour l'embellir, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça qu'au budget, on a mis 1 million d'euros pour aider à la réhabilitation des façades. Et on va accompagner nos commerçants pour qu'ils fassent des enseignes qui soient respectueuses du patrimoine. Bon, ne me lancez jamais sur ces sujets, parce que c'est un prof d'histoire que je suis qui se passionne. Et c'est tellement important, le patrimoine. Vous savez, Montpellier, c'est une ville qui écrit sa modernité parce qu'elle va puiser la force dans son histoire. Vous voyez, aujourd'hui, on est la capitale mondiale de l'eau. La question de l'eau et de Pitot et de l'aqueduc au XVIIIe siècle et du chemin de l'aqueduc. Nous sommes la grande ville des sciences, Montpellier, donc l'université, la fac de médecine. Et c'est toujours ce dialogue qu'on doit avoir entre passé, présent et futur. Prendre soin, donc Nati VJE demande si les immeubles pourraient-ils avoir des nichoirs intégrés pour aider les hirondelles et les martinets. Alors moi, je voudrais un beau sujet. C'est la question de la faune dans la ville. C'est un beau sujet. Alors, complexe, parce que parfois, il y a des Montpelliérains qui m'écrivent et qui me disent « Monsieur le maire, voilà, on prend des fientes de pigeons, il y a beaucoup de martinets, notamment dans le quartier d'Antigone. » Donc, on déploie des nichoirs contraceptifs pour réguler la faune. C'est très important parce qu'il ne faut pas... Voilà, on est de tension d'usage. Mais quand les gens ont des nichoirs chez eux, c'est bien, parce que l'oiseau vient, c'est aussi un des bruits de la ville. Donc moi, je vois ça d'un bon œil, tout comme on va dans ce mandat accompagner un dispensaire pour prendre soin des chats qui sont malheureusement abandonnés. Et voilà, ce sera un moyen à la fois de prendre soin de ces animaux, peut-être retrouver des propriétaires ou en trouver d'autres. Et puis, on va continuer à travailler sur ce qu'on appelle les trames noires, les trames vertes, pour que la nature puisse exister en ville. Sur l'avenue Albert Dubout, qui s'est transformée après l'accident mortel d'un enfant. Aujourd'hui, on entend le chant des oiseaux. Et c'est un bruit qui doit exister dans la ville. On parlait tout à l'heure du parc Montcalm. C'est des bruits qui doivent exister dans la ville. Donc chacun peut y contribuer. Mais moi, je voudrais surtout proposer d'aller chercher les bons de végétalisation pour nous aider à faire pousser la nature, comme rue Roucher, comme dans le quartier de la Méditerranée, comme rue Marioge, et qu'on soit tous partie prenante aussi d'un embellissement de la ville par la nature. Et donc les équipes de la ville sont à disposition des Montpelliérains et des Montpelliéraines pour qu'ils soient partie prenante de l'embellissement à travers les bons de végétalisation. Et merci à tous ceux qui font ça. Et si on peut agrémenter de nichoirs, go.
Peut-être une dernière question, une avant-dernière question avec Narog 5 qui voudrait savoir pourquoi construire le CSR et pourquoi dans un quartier populaire qui plus est. D'abord, Montpellier a un énorme problème. On est la seule métropole de France qui exportons nos déchets. 4800 camions poubelles partent dans des décharges à ciel ouvert dans les PO, dans les Bouches-du-Rhône, dans des incinérateurs des années 70. C'est un problème d'un point de vue écologique, bilan carbone. Les gens là-bas nous disent « on veut plus de vos merdes, pardonnez-moi d'être grossier », et ça nous coûte très cher. Résultat, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la feuille d'impôt est très élevée. Et donc, il faut qu'on ait une solution pour traiter nos déchets. On ne peut pas être la seule métropole de France qui n'a pas de solution. Le maire écologiste de Lyon, il a un incinérateur. Le maire Renaissance de Toulouse, il a un incinérateur. Nous ne voulons pas d'incinérateur. Nous allons transformer l'usine Améthyste qui existe, qui a eu beaucoup de loupés et de pollution olfactile, en chaudière à combustible solide de récupération. C'est-à-dire qui agit pour que le tri soit fait au maximum pour que ce qui va aller dans la chaudière, finalement, ce soit le bois, tout ce qui a une forte valeur calorifique. Donc les biodéchets qu'il faut d'ores et déjà trier grâce au point d'apport volontaire marron, grâce au dispositif de compost, on les sort. Le plastique, je rappelle à tout à chacun qu'il doit être dans le jaune et qu'il existe 20 déchetteries dans la métropole quand on veut traiter. Et donc, là, ce CSR, c'est les 40 000 déchets ultimes qui vont nous permettre de produire de la chaleur et donc de l'énergie. Donc, c'est la transformation d'Améthyste. Elle est située à côté de l'autoroute. Et en 2030, grâce à sa mise en service, elle nous permettra de produire de l'énergie pour 20 000 foyers et donc ne plus dépendre du pétrole ou du gaz, dont on voit bien aujourd'hui comment la géopolitique mondiale percute le pouvoir d'achat, mais aussi elle nous permettra de baisser de 10% la taxe d'enlèvement des ordures ménagères parce que nous n'exporterons plus nos déchets. Voilà pourquoi l'ensemble des maires au Conseil de métropole ont soutenu cette proposition. Elle sera aussi présentée en transparence. Je l'ai assumée dans le cadre des élections municipales. Il y avait des gens qui étaient des opposants. Je veux m'autoriser à reprendre leurs arguments en disant il faut réouvrir une décharge, il faut faire un incinérateur ailleurs. Ils n'ont jamais dit où, quand et comment. Donc, être maire, c'est assumer la responsabilité. Et ce qui est irresponsable aujourd'hui, c'est d'exporter nos déchets. Donc maintenant, nous, on met le paquet sur le tri et nos déchets ultimes, on fait un CSR. Et si le follower ou l'auditeur qu'il regarde à Copenhague, au cœur de la ville, il y a une usine CSR, une chaudière CSR. Et dans plein de villes d'Europe, c'est cette technologie. Pourquoi on l'a prise, nous ? Parce que c'est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui nous suggère cette piste. Donc, voilà. Ce sera prêt en 2030. Une dernière question de Sadok Benzid, qui dit qu'il y a un énorme problème pour se loger à Montpellier. Il voudrait savoir si on a des solutions. Il a raison. Le logement, c'est une préoccupation première de nos compatriotes. Partout, les gens parlent du logement. Le logement coûte cher, donc il dévore la feuille de paye. Il y a des gens qui sont parfois en suroccupation dans des logements, situation très difficile. Et donc, nous, on travaille pour construire des logements, pas n'importe où. Par exemple, moi, j'ai ajourné le projet de ZAC du Coteau, parce qu'à Malbosc, il faut qu'il y ait un espace où on puisse respirer. On en parlait tout à l'heure sur le parc Montcalm. Donc, on va construire des logements sur l'ancienne parcelle de Groupama, sur la zone d'Union Matériaux. Produire du logement social dans le respect de la loi SRU. Parce que moi, comme maire de Montpellier, c'est important. Respecter la loi SRU, c'est fondamental, 25% de logements sociaux. Mais je demande à tous les maires de faire comme Montpellier pour aider à régler les problèmes du logement. Parce qu'il n'y a pas qu'à Montpellier qu'il faut construire. Il faut construire aussi dans d'autres endroits.
Et puis, on va travailler aussi sur le parcours résidentiel avec le déploiement du bail réel et solidaire qui favorise l'accès à la propriété. Et puis, accompagner le logement étudiant. C'est le programme de 1000 résidences sociales étudiantes. Et puis, on a une lutte sans merci contre Airbnb. Non pas pour que quelqu'un qui a un appartement et qui veut le louer pour faire un petit complément de revenus, ça c'est bien, mais contre des gens qui prennent des appartements et qui s'en servent pour louer Airbnb parce que ça fait augmenter les loyers et ça réduit l'offre de logement. Et puis on va aider et on lutte contre les marchands de sommeil qui, eux, favorisent l'habitat indigne et abusent les gens. Donc voilà, donc on travaille sur ces sujets, sur des sujets difficiles. À Montpellier, il y a des grues, ça dit quand même des choses. Et moi, ce que j'aimerais, c'est voir dans d'autres villes des grues pour répondre aux problèmes de logement, parce que c'est pas Montpellier seul qui va régler ce problème. Mais Montpellier prendra toujours sa part pour pouvoir accompagner, répondre aux défis du logement. Puis j'aimerais bien que le gouvernement de la République se préoccupe aussi un peu de ce sujet. Voilà, parce que parfois les maires, on est un peu seuls. Merci, monsieur le maire. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine. Exactement. Une belle semaine à Montpellier. Allez au travail.